Hop, et je vais baisser un peu mon son. Donc bonjour à tous, 23e webinaire rendez-vous de la classe dehors. Voilà. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Anne Bertin-Renou qui s'est occupée de la programmation scientifique de l'événement avec Benjamin Gentil. Et pas mal de gens, moi j'ai un peu participé aussi, mais un peu moins, et notamment de nombreux acteurs qui nous rejoindront à Marseille. Le webinaire d'aujourd'hui se tient dans le cadre des webinaires de 2025 qui annoncent en fait les différents grands rendez-vous qui auront lieu lors des rencontres. Donc les rencontres pour mémoire, ce sera les rencontres professionnelles du 14 au 17 mai à Marseille et suivies par 4 jours supplémentaires pour l'opération Les Enfants au Champ de Marseille qui aura lieu donc toujours à Marseille bien sûr, du 14 au 21 mai. Et donc, nous nous étions retrouvés au mois de janvier avec notre partenaire, l'Office français de la biodiversité, autour des aires éducatives. En février, avec une intervention du bureau des guides, donc une association marseillaise qui sera également un gros partenaire de l'événement autour de la marche, un siècle après les classes promenades de Célestin Freinet, notamment. Et puis le mois dernier avec Alexiane Spanu du Graine Poitou-Charentes qui, accompagnée de Julien Gadolet, a évoqué la thématique centrale et peu souvent abordée de l'inclusion en classe dehors. Voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec Anne Bertin-Renou, donc, qui est enseignante à l'université de Brest en éducation, comment est-ce qu'on dit alors, pour que ce soit physique et sportive, comme ça c'est bien. Ouais, ça marche. Ouais. Ouais, du coup, moi, je suis donc professeure d'éducation physique et enseignante à la faculté des sciences du sport et de l'éducation à Brest. Donc, ça associe une faculté STAPS et une licence sciences de l'éducation. Et depuis 3 ans, là, je suis en disponibilité de ce poste pour pour travailler sur un projet de recherche sur les aires marines éducatives. Donc, on va présenter aussi aux rencontres internationales à Marseille. Donc, je vous présenterai brièvement là dans le cadre du programme. Et donc, voilà, aujourd'hui, l'idée, Laure et Benjamin m'avaient sollicité pour vous partager un peu toutes les propositions relatives à l'enseignement supérieur et la recherche qui vont être présentes à Marseille. Donc, on a défriché un peu voilà, le programme avec vous pour vous le présenter selon différentes thématiques et montrer un peu la diversité des ateliers, des intervenants et des thématiques qui vont être abordées. Et des différents résultats de recherche ou comment est-ce que la classe dehors est abordée à l'université dans l'enseignement supérieur. Donc on va essayer de vous présenter brièvement voilà, l'ensemble du programme et après vous laisser la parole aussi parce que je vois que dans les participants, il y en a qui présentent des ateliers, donc l'idée c'est que vous puissiez aussi voilà, les présenter directement. C'est ça. Et surtout, n'hésitez pas à prendre la parole quand on ne les présentera pas tous forcément aujourd'hui, puisque la programmation est maintenant en ligne. Je vais vous remettre le lien dans le chat. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre la parole pour soit présenter votre atelier, soit apporter des compléments et en fait intervenir quand vous le souhaitez, puisqu'aujourd'hui ce sera un format plutôt court. Voilà, surtout sur le créneau 12h-13h, puisque tout le monde a beaucoup à faire sur ce créneau-là. Pour commencer, donc, on pourrait peut-être commencer par dire que c'est un rendez-vous professionnel avec pas mal de personnel de l'enseignement de la supérieur et de la recherche qui vont participer et que donc cette année, le parti pris a été celui de ne pas organiser un colloque comme comme en 2023 à Poitiers, qui avait été tout à fait intéressant, mais qui gardait un peu cette forme assez statique finalement, hein, d'un intervenant et d'un public, mais plutôt d'inscrire les contributions scientifiques en tant qu'atelier, donc au même titre que les contributions pédagogiques et donc avec des formats plus souples d'1h30 à 3h selon ceux qui ont été retenus. Donc, première précision importante, il n'y aura pas cette année de colloque scientifique à proprement parler aux rencontres, mais plusieurs interventions comme ça au fil du temps, ce qui permettra aussi aux participants d'assister à des ateliers de contribution scientifique et ensuite à des ateliers plus pratiques et vraiment d'avoir cette approche tirée de la recherche-action, des sciences participatives qu'on favorise beaucoup au sein de la fabrique des communs pédagogiques.
Seconde chose peut-être, toujours au titre de l'introduction, vous dire que, et là je m'adresse plus particulièrement au personnel des INSPE, à tous ceux qui travaillent donc à la formation de formateurs en classe dehors. Le jeudi 15 mai, il y aura un rendez-vous spécial le matin réservé à ces formateurs qui se tiendra à l'INSPE de Marseille. Donc un format de toute une matinée, un symposium organisé en partenariat avec l'INSPE d'Aix-Marseille et la Haute École pédagogique de Vaud en Suisse, qui aura vraiment à cœur de développer ces questions de formation. Voilà, donc est-ce que j'entends... Oui, c'est toi, je suis là, il y a les petits oiseaux. Ouais, c'est Super. les oiseaux qui participent. Bravo. C'est la présentation dehors. Voilà, donc ça, ce sera le 15 mai au matin et ce sera un format, là aussi, ce ne sera pas un colloque, ce sera l'idée d'avoir une réflexion entre formateurs autour de cas très concrets, d'études de cas, de techniques. Donc, si vous êtes intéressé par l'événement, mais que vous n'êtes pas formateur, vous pouvez m'envoyer un mail et on regardera un petit peu ce qu'on peut faire, notamment si vous faites partie de grosses associations qui accompagnent des professionnels, ou de petites associations d'ailleurs, des professionnels de la recherche. Voilà, tous discutent. C'est un format euh, à l'origine réservé aux formateurs, mais on peut regarder les demandes éventuelles. Pas de souci là-dessus. Voilà, pour ce qui était de l'introduction. Pour le reste, et je vois qu'il y a aussi des doctorants qui sont avec nous, donc ça c'est super. Bien sûr, quand on parle de personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche, on n'évoque pas forcément les gens qui sont en poste fixe, hein. C'est vraiment tous les participants aux rencontres qui viennent et qui s'intéressent soit à la question euh, du dehors dans l'enseignement supérieur, donc faire sortir les étudiants et enseigner dehors, soit à la formation dans le supérieur des futurs enseignants, donc la formation initiale et dans une moindre mesure continue. Et ça, donc, c'est un des axes qui sera présenté tout de suite par Anne. Est-ce que le temps que je charge le PowerPoint, tu peux ajouter quelque chose, Anne? Non, c'était démarré sur la présentation des différentes propositions, parce qu'il y en a quand Ouais, même pas mal. on a quand même pas mal. Ok. Et donc, je vais essayer de vous partager ça. Alors, Peut-être dire qu'on a essayé de regrouper du coup la présentation sous différentes thématiques. Donc le programme il est construit par parcours et certaines propositions elles croisent différents parcours. Donc voilà, on a choisi 3 thématiques. C'est une sur la relation au vivant, les approches sensibles et artistiques. Donc dedans il y a les pratiques artistiques et culturelles, la classe dehors pour l'éducation et le développement durable, la transition écologique, et classe dehors et relations au vivant que Laure va présenter dans un premier temps. Après, il y a toute une partie sur le mouvement, le corps, la pédagogie et la formation dans l'enseignement supérieur. Donc tout ce qui est apprendre en mouvement et place du corps dans les apprentissages, ça c'est des parcours qu'on retrouve dans l'ensemble du programme, que ce soit des propositions de l'enseignement supérieur de la recherche ou des propositions de praticiens, d'enseignants, de partage d'expérience. Classe dehors, approche sensible et expérientielle. Et après tout ce qui est hors les murs dans l'enseignement supérieur et à l'université. Et là, c'est intéressant, on voit qu'il y a pas mal de choses, de démarches, notamment dans les INSPE, mais aussi à l'université, pour sortir faire classe dehors aussi dans le supérieur. Et enfin, une dernière partie sur tout ce qui est ville, démocratie, hauteur d'enfants et promenade urbaine. Donc, enseigner voilà, nature. Sur la suivante, je pense que tu as les différentes grandes ouais. thématiques là, que je présente. Tout Là, ce qui est normalement, vous enseigner. voyez. Ouais, Ouais, on voit. Apprendre dehors en milieu urbain, tout ce qui est rénovation des écoles, cours végétalisés et ville à hauteur d'enfants. voilà. Donc, c'est ce que tu disais, Anne, hein, cette Ouais. idée, donc, 3 axes, relation vivant, mouvement et plutôt vie des démocraties. Et donc, on commence par le premier axe, donc, toute une série de propositions autour. Donc, Anne a bien regroupé ça, un grand groupe autour de la relation au vivant, des approches sensibles, des émotions et de l'anthropocène en général, puisque l'approche sensible, c'est souvent une solution donnée à la prise en compte des nouvelles conditions d'habitabilité. Et donc, c'est dans ce sens-là que ça a été présenté en groupe. Il y a beaucoup d'interventions.
qui aborde cette question de la... Et bonjour Étienne. Il y a beaucoup d'interventions qui abordent cette question de la relation au vivant. C'est sûrement pas un hasard. Et j'insiste à nouveau sur le fait que l'Office français de la biodiversité sera présent pendant tout l'événement. Donc n'hésitez pas, si vous participez ou si vous animez une intervention sur ce thème, à aller les rencontrer, notamment au sujet des aires éducatives. C'est vraiment un partenaire de premier ordre. Donc, une série de propositions autour des pratiques artistiques et culturelles hors les murs, une série ensuite de propositions autour des questions de développement durable, de curriculum, également la question de l'eau, puisque c'est l'élément invité d'honneur cette année pour Marseille, et la relation au vivant en classe 2A. Donc, je ne sais pas si Jean Cormelou est là, je ne crois pas. Voilà, donc on aura une intervention et peut-être Benjamin qui est avec nous. Est-ce que tu peux mettre le lien vers la programmation dans le chat? Si tu es là, on verra. Sinon, je vous le mets tout à l'heure. Donc, autour du réveil des imaginaires chez les éducateurs et les enseignants. Donc ça, c'est une question qui est, on pourrait dire, une question socialement vive, une question très débattue aujourd'hui dans le champ, on va dire, de la vulgarisation et de l'espace public. Mais il y a aussi, autour de cette question des imaginaires, tout un courant de recherche qui travaille depuis très longtemps et qui aura sa place aux rencontres autour de cette proposition. Donc, grenobloise, voilà, un grand atelier de 3 heures, c'est-à-dire soit donc toute une demi-journée. C'est assez participatif là. Donc il y a un premier temps où chacun présente un petit peu ses représentations pendant 30 minutes. Et puis après, il y a une appropriation collective du lieu, une déambulation physique et corporelle. Donc Jean Cornelou, il est sociologue à Grenoble et il a beaucoup travaillé sur les pratiques sportives et notamment aussi les pratiques récréatives, tout ce qui est loisirs. Et après, il y a une constitution de groupes récréatifs de 4-5 personnes qui ont comme mission de se projeter dans les années à venir, les années 2040, pour imaginer un scénario récréatif. C'est ça. Donc voilà, il y a ce côté imaginaire et après il y a une restitution par groupe sous forme scénarisée. Donc il y a vraiment cette dimension liée à l'imaginaire et imaginer des futurs désirables. Tout à fait. Ça change un peu des fresques, même si celle des nouveaux récits est très chouette, elles sont souvent réalisées en intérieur, avec comme ça des propositions de libérer les imaginaires dans un espace finalement très contraint. Et donc là, autre proposition hyper intéressante de Grenoble. Ensuite, ça, est-ce que c'est toi qui voulais en parler, Anne, de la géopolitique? On peut en parler ensemble, mais sur cette partie-là, c'était prévu que ce soit toi qui présente, mais on peut en parler ensemble. Ça marche. Donc, avec une question autour de la géopoétique, cette fois-ci, une collègue de l'INSPE de Nice, enseignante en géographie, sur le thème donc de cette pratique poétique à la fois en extérieur et du statut poétique de l'extérieur, voilà, donc un balancement hyper intéressant que tu réaborderas, alors pour mémoire également. Elle a 2 propositions, je crois qu'il y en a une un peu après, sur l'approche sensible du lieu. Elle a vraiment sur une relation sensible à l'espace et donc une partie tous les mouvements de géographie sensible, quoi. C'est ça, tous les mouvements de géographie sensible qui là aussi se développent depuis une vingtaine d'années. Et ça, ce sont des choses qu'on peut très facilement transposer avec les enfants. Ensuite, de retour en classe ou bien avec les groupes qu'on accompagne. Donc, on le répète, ce ne sont pas que des propositions qui sont réservées aux chercheurs. C'est aussi pour les praticiens. C'est pour monter en compétences ensemble et pouvoir revenir ensuite et appliquer certaines conclusions des chercheurs à son propre groupe d'enfants, d'adolescents. Et donc là, sur la poésie, elle parle de géopoétique, de rapport géopoétique au monde. Et voilà, ça c'est l'autre atelier qu'elle propose. Donc comment aborder, quels usages on peut utiliser de cartographie sensible aussi, tous ces travaux où on va cartographier pas juste le territoire comme les cartes qu'on a l'habitude de voir, mais une géographie plus sensible de la relation qu'on a avec ce territoire.
et donc aborder le fait comment est-ce qu'on habite un territoire, mais que le territoire nous habite aussi et fait partie de nous et nous transforme. Tout à fait. Et pour ceux que ces questions de cartographie sensible intéressent, j'indique également que lors des rencontres, il y aura un pôle autour de la carto, de terrain, de la représentation de l'espace très actif avec deux alternantes qui ont beaucoup travaillé sur la cartographie participative de Marseille depuis un an. Voilà. Hop. Ensuite, pardon. C'est juste un petit truc qui me gêne pour lire. Donc, autour de la lecture de paysages cette fois-ci, donc là, ce sera un atelier un petit peu plus court, d'1 heure, avec les questions de littératie qui, là aussi, sont assez travaillées en ce moment, littératie des futurs, littératie tout court, hein, et là, on est bien autour des fondamentaux de la classe dehors, et d'une proposition autour de la lecture de paysages. Sauf si Anne-Charlotte est là, peut-être que je passe un petit peu rapidement sur celui-ci pour passer au suivant. Voilà. Ensuite, un retour d'expérience d'une ingénieure d'études au CNRS autour de la relation à la nature chez les enfants. Si vous êtes ici, c'est très probablement que vous avez entendu parler de l'extinction de l'expérience de nature ou du Nature Deficient Disorder de Richard Louv, donc qui a fait l'objet notamment d'une conférence il n'y a pas longtemps chez les collègues de Terra Symbiosis. Et donc, il y a on lit maintenant beaucoup dans les médias des choses autour de cette extinction de l'expérience de nature et potentiellement du rôle qu'aurait la classe dehors pour ça. Là, c'est vraiment l'occasion de revenir sur le côté retour d'expérience et scientifique aussi de ces affaires, et donc de remettre un peu les choses au clair et dans un cadre scientifique plus précis. Voilà. Ouais. Et donc là, elle présente une étude qu'elle a réalisée auprès de 840 enfants qui participent à la classe dehors sur voilà, comment est-ce que ça transforme leur relation à la nature. Et c'est un atelier participatif, donc avec une participation en début du public à la définition de la relation à la nature et du concept même de nature, et puis le lien avec la classe dehors. Puis je pense qu'elle présente après les résultats de cette recherche qui est quand même conséquente auprès de nombreux enfants. Hyper intéressante et hyper sourcée. Hop. Donc, excusez-moi, j'ai Benjamin qui me parle. Donc, peut-être que Benoît est là. Je crois que je l'ai vu passer tout à l'heure. Non, ok. Donc Benoît Urgeli, qui est chercheur à l'université Lumière à Lyon 2. Donc ça, c'est une des premières propositions qu'on a reçues, je crois, Anne, autour de la question des pédagogies transformatives et inclusives. Là aussi, un retour d'expérience et vraiment une question essentielle, celle de la transformation de nos pratiques et de l'inclusion. On l'a un petit peu dit au début, mais cette question de la transformation, c'est-à-dire c'est hyper intéressant d'avoir des propositions autour de la classe dehors, mais il est important, là maintenant qu'on est un petit peu éloigné du début du mouvement, du fait que tout ça prenne de l'ampleur, de mesurer et de discuter de cette capacité à transformer la façon d'enseigner les enfants donc qui sont l'objet de ces pédagogies, et de discuter de ça collectivement là aussi. Donc là encore, hein, c'est toujours des formats relativement participatif. C'est un partage d'expérience aussi. Il parle d'expérience franco-italienne inclusive. Donc ils ont dû faire et donc, en relation avec les écomusées, la formation à la transition écologique. Et donc, il y aura aussi des collègues italiens qui seront là pour partager pendant tout l'événement. Hop, on passe au suivant, s'il te plaît. Alors, pour ceux qui ont regardé Retour vers le futur, ça vous parlera peut-être. J'ose pas trop dévoiler ce que va faire Ismaël. Donc Ismaël, c'est le collègue de la Haute École pratique de Vaud, donc l'équivalent de l'INSPE de Lausanne, un des co-organisateurs du symposium de l'INSPE le jeudi 15 au matin. Et en fait, donc, Ismaël, c'est quelqu'un qui travaille en ce qu'il appelle outdoor education depuis 25 ans, qui propose comme ça
des expériences en nature aux enfants en haute montagne de façon, on va dire, extrêmement poussée, argumentée. Il avait discuté avec nous autour de la question des référentiels et des curriculums. Je ne peux que vous suggérer de vous inscrire aux ateliers qu'il propose. Il a notamment, du point de vue de la relation au vivant, des choses hyper intéressantes à dire sur l'attention des enfants, la sensibilité, les capacités d'émerveillement et à l'endroit où ils travaillent, ils ont constitué comme ça un parcours attentionnel pour les enfants et des choses hyper intéressantes. Et là, apparemment, c'est vraiment un voyage temporel qu'il propose, C'est quoi. ça. De se Mais en projeter fait, un il peu veut pas trop qu'on spoil, donc on va Oui, mais rester. ça donne envie quand même. C'est vrai. Ouais. Et comment Euh, travailler, il disait, le lien avec l'histoire, la géographie, l'éducation à la c'est ça. durabilité, Mais l'écriture, là, etc. vraiment, tout Mm. va être hyper intéressant. Mais si vous savez pas trop quoi choisir, allez faire un tour du côté de chez Ismaël. Ça peut toujours être, ça sera toujours hyper chouette aussi. Sur sortir en maternelle, là aussi un retour d'expérience d'une collègue de l'université de Paris 8, donc doctorante en psychologie. On parle beaucoup de l'aspect santé de la classe dehors pour les enfants, avec ces questions du fait d'être en plein air, que c'est bon pour la santé physique. La FAPEDA donne une grande importance à l'approche One Health, donc une seule santé, donc les liens entre le vivant et la santé physique, mais également la santé mentale. Et là, il sera aussi question de ça avec la collègue psychologue. Là aussi, j'avance un peu, Anne, puisque s'il est... Ouais. Voilà. Alors ça, Vas-y. ça fait partie des propositions qui croisent, voilà, la formation dans l'enseignement supérieur et la relation au vivant. Donc là, on l'a mis dans la relation au vivant, mais c'est un retour d'expérience sur la formation des enseignants à l'INSPE de Nice. Voilà, Oui, sur comment former les futurs professeurs des écoles à la classe dehors. tout à fait. Voilà. Hop, on va aussi passer, sauf si les collègues sont là, un petit peu rapidement sur celle-ci, qui est là, pardon, ici une conférence de collègues belges notamment, donc puisque c'est bien les rencontres francophones de la classe dehors, hein, donc avec ici des collègues de Belgique. Et ça croise le regard d'une enseignante et puis d'un chargé de cours à l'université sur la Tout classe à fait. dehors en Belgique. Et ici, toujours, donc point de vue francophonie, une intervention de Virginie Boulogne qui, elle, travaille au Québec, donc qui est praticienne formatrice et chercheuse et qui travaille sur les questions d'identité, notamment chez les enfants et les jeunes ados. Donc toujours une proposition d'échange de pratiques. Aux dernières nouvelles, je pense que Virginie sera là hein, en présentiel. Il me J'ai pas semble, noté. j'ai C'est l'impression ça. que l'atelier est en Confirme. présentiel. Super. Benjamin Et confirme. Allume ta elle a beaucoup caméra. travaillé aussi. Elle a beaucoup travaillé aussi avec les peuples autochtones au Québec et comment est-ce que la classe dehors en fait permet de proposer en fait un enseignement scolaire plus adapté finalement aux pédagogies autochtones, que la pédagogie du lieu ou se rapproche davantage des pédagogies autochtones. Et donc elle fait tout un travail sur les programmes avec le ministère de l'Éducation au Québec autour de la classe dehors pour différents publics. Tout à fait, ce qui est aussi une forme d'inclusion. Salut Voilà. Benjamin. Ouais. Benjamin voulait parler, mais on va d'abord finir cet axe-là et ensuite on va lui donner la parole une seconde. Ça marche. C'est Je crois ça. que c'est le Ensuite, dernier. ouais, c'est ça. De l'université d'Aix-Marseille, Angela Biancofiore, qui, je pense qu'elle est à Montpellier en fait. Ah, Oui, hein, ok. il y a un... c'est pas grave, pas de souci. Ah oui, Euh, bonne raison. non, non, Ouais. Je me suis c'est pas très trompée. loin, ça va. Et elle travaille beaucoup avec les collègues d'Aix-Marseille, notamment Angela Barth, qui sera peut-être aussi dans les parages. Donc, Angela Biancofiore, c'est donc une collègue de Montpellier qui travaille à l'université, qui intervient aussi de mémoire en INSPE et qui fait partie d'un laboratoire de recherche qui s'appelle TEPCARE, un programme de recherche qui s'appelle TEPCARE, où, comme son nom l'indique, le CARE a une grande
importance et c'est cet aspect-là, entre autres, qui sera développé. Donc cette idée du soin. Il y a un très bel article de Cynthia Fleury qui est sorti ce matin à The Conversation, le média en ligne, sur ces questions de soins portés aux autres, à soi-même, et le fait que la pratique de la classe dehors à l'université permette, encourage et facilite le traitement de cette question-là. Voilà. Elle travaille aussi régulièrement avec Roland Gérard, qui est un habitué des rencontres de la classe dehors et qui sera là. Et ils organisent tous les deux une école d'été dans un endroit. Alors, je sais plus où c'est, mais je sais que c'est magnifique. Donc, voilà, c'est ça. Et voilà pour nos histoires de vivants. Ça fait un gros problème, gros programme. Benjamin, tu voulais dire quelque chose? On t'écoute. Ouais, deux choses. Première chose, donc il y a eu un colloque en 2023 dont les actes sont prêts. On a quelques modifications de bas de page, de bibliographie à finir de modifier, donc on devrait pouvoir officiellement les sortir dans la foulée des rencontres. C'est un petit pavé de digeste de 750 pages. Et on va travailler autrement la documentation cette année parce qu'en fait, vous l'avez vu, il y a des propositions d'une grande qualité et ce sera de petits ateliers pour 10, 15, 20 personnes. Et donc, l'enjeu n'est pas tant que ça bénéficie uniquement aux 10 à 20 personnes qui seront réunies pour l'atelier, mais plus largement à toutes les communautés, et Dieu sait si elles sont larges, qui sont mobilisées pour ces rencontres. Et donc, on va revenir vers chacun des organisatrices et des organisateurs d'ateliers pour demander différentes formes de documentation en fonction des cas. Parfois, ça sera une ressource pédagogique et une activité concrète. Parfois, ça sera un document méthodologique. Parfois, ça sera un article scientifique. Parfois, ce sera les questionnements qui seront issus de la rencontre. Parfois, ça sera un podcast vidéo. Parfois, ça sera un podcast audio. Mais voilà, l'idée, c'est que tout le travail préparatoire nécessaire à ces ateliers ne se situe pas de manière limitée dans l'espace-temps des rencontres internationales à Marseille du 14 au 17 mai, mais soit bien... En fait, ces rencontres internationales sont un temps de coproduction de connaissances et surtout d'anticipation de leur diffusion à des cercles plus larges que d'habitude. C'est-à-dire aller parler de la relation au vivant, aller parler de la relation au vivant avec les architectes, aller parler des fondamentaux avec les médecins, aller parler recherche avec les ATSEM, aller parler accompagnement des élèves en situation de handicap avec les agents des espaces verts des collectivités. Il y a vraiment cette volonté de croisement et c'est dans ça que vous vous ancrez lorsque vous proposez un atelier aux rencontres. Ça s'inscrit donc dans une démarche de documentation qui va dépasser ce cadre sympathique du parc du 26e centenaire et ses petits travaux. Voilà, c'est ça que je voulais dire avant de vous quitter. Et tu nous quittes? C'est bien. Hop, bon, Benjamin nous a quittés. Non, il est encore là. Et je voyais des questions dans le chat sur les inscriptions. Donc oui, ce sera des inscriptions en amont pour faciliter et pour que surtout les intervenants puissent avoir une idée à peu près de la taille du groupe avec qui ils seront amenés à interagir. Et vous recevrez le formulaire à partir de jeudi pour vous inscrire. Est-ce que Anne, tu prends la suite sur les histoires de formation? Ça te va? Ouais, on passe sur apprendre par Allez, c'est le parti. corps. N'hésitez pas à interagir également à l'oral, hein, pas de souci, on est là pour ça. Donc oui, tu peux passer, on verra les différentes thématiques après. Donc c'est vraiment là les propositions qui axent sur le fait que sortir de la classe, ça permet de mobiliser le corps, d'apprendre de façon active par l'expérience et en mobilisant aussi l'ensemble des sens. Et donc là, c'est une présentation de Guillaume Saint-Louvain, enseignant à Excelia, un établissement supérieur privé. Et là, c'est auprès d'étudiants en communication. Et c'était dans le cadre d'un cours neurosciences et communication, où il a commencé par faire une promenade d'1 heure, où les étudiants déambulaient par petits groupes avec une question. Et je pense que le fait de déambuler, ça alimente la réflexion. C'était autour de cet aspect-là, qui est vraiment intéressant parce que c'est comment le corps participe finalement à la réflexion, à la pensée, à la connaissance, qui s'est transformé en une randonnée de 3 jours, de 60 km, et qui a amené à l'idée d'une marche longue de 30 jours de marche. Et donc là, c'est la restitution d'une randonnée qu'ils ont faite sur, là c'est 5 semaines, donc, il y a 30 jours de marche sur 36 entre La Rochelle et Paris, sur le thème de l'eau dans le cadre de la transition écologique. Donc je pense qu'ils remontent des cours d'eau et donc ils ont fait un documentaire, donc ils diffusent le documentaire et puis il y a des échanges après avec les participants. Oui, et je pensais quand tu parlais du documentaire,
on peut quand même souligner le fait que ce sera des interventions sans PowerPoint, ce qui est toujours, vu qu'elles auront lieu au parc, une sacrée, Oui. une sacrée bonne chose pour changer un peu la façon de dire les choses. Hein. C'est toujours ce propos de la classe de l'or qui changeons la façon de dire pour dire des choses autrement. Et Ce ne sera pas ce qu'on fait là avec un PowerPoint derrière un écran. Ce sera le contraire. C'est bien. Mais ce sera sans doute ciné de plein air, quoi, par contre. Mais c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup de propositions différentes, vraiment, voilà, qui partagent des travaux de recherche de plein de manières différentes. Là, c'est Pascal Clair. Je ne sais pas s'il est là, je crois pas. Je ne l'ai pas vu. Il y a Pascal Lebrun qui est là. Pascal Clair qui est émérite depuis pas longtemps. Qui travaille en géographie et là qui fait un grand atelier de 3 heures qui présente des travaux de recherche et des échanges, suivis d'échanges entre les chercheurs et le public. Et donc c'est sous forme d'atelier. Donc ça commence par un débat mouvant autour d'affirmations relatives à la cour de récréation. Donc l'objectif c'est d'échanger des arguments entre les participants. Donc pendant 1 heure, ils travaillent sur ce format de débat mouvant. Et après, ils partagent leurs travaux de recherche à partir de posters. Donc les participants se déplacent et il y a des mini-conférences de différents chercheurs devant leurs posters. Et puis des échanges avec le public aussi à partir de photos, d'images ou de cartes qui permettent aussi des échanges avec un éclairage spécifique sur une thématique, par exemple qui est mise en évidence dans une photo sur une émotion, une prise de position, un exemple. Donc ça permet d'aller plus loin que la présentation scientifique, mais d'aller plus sur quelque chose de personnel et dans les échanges entre le scientifique et les participants. Donc je trouve que c'est vraiment original aussi comme proposition de présentation de travaux de recherche. Et là, l'objectif, c'est donc autour... Ouais, je finis, et puis des cours végétalisés sur la nécessité de... Donc le débat et leurs travaux portent sur la nécessité de végétaliser les cours de récréation. Et donc, au-delà de cette question-là, de végétaliser, ils vont interroger les différents termes, végétalisation, renaturation, débitumisation, et interroger les différents projets en cours et voilà, comment aménager, avec quels objectifs et quels effets sur la classe dehors et l'enseignement par la suite, quoi. C'est ça. Et à ce titre, si vous n'êtes pas là pour l'atelier de Pascal Clair, on aura son livre à la librairie Dehors des rencontres, donc son dernier livre Émancipé et contrôlé. Et si dans le chat vous avez envie d'ajouter quelques ouvrages de recherche qui vous semblent pertinents, n'hésitez pas, on les rajoutera à la bibliographie collective. Hop, voilà pour Pascal. Hop. Et là, c'est une autre proposition sur apprendre des maths en mouvement par un maître de conférence à l'INSP de Besançon. Donc, il propose de découvrir un dispositif qui lie mathématiques et mouvement pour des petites sections de la petite section maternelle jusqu'au collège. Et donc, de pouvoir se créer des images mentales qui sont mobilisables par le corps. Et ça, je trouve très intéressant aussi, comment de mobiliser le corps sur l'apprentissage des maths. Et donc, je crois qu'il c'est en partenariat avec un éducateur sportif qui fait des maths et lui un chercheur en maths qui fait du sport. Et donc, il propose une mise en situation avec des retours, donc que les participants puissent jouer le rôle d'élève pour appréhender les possibilités du dispositif. Ou alors, je sais qu'il avait proposé aussi que des élèves le réalisent, des élèves de Marseille viennent tester le dispositif et puis que les participants puissent observer. Et l'idée après, c'est de pouvoir échanger sur les bases théoriques sous-jacentes au dispositif et les possibilités qu'il génère en termes d'apprentissage. Voilà, une approche aussi intéressante, je trouve, dans la présentation. Alors là, on passe sur classe d'heure, approche sensible et expérientielle. Et là, c'est une proposition de Julie Delalande, donc, qui est anthropologue à l'université de Caen et qui a beaucoup travaillé sur les cultures enfantines. Et là, elle présente les résultats d'une recherche ethnographique dans 3 maternelles de l'ouest de la France pour comprendre ce que pensent les différents acteurs de cette expérimentation d'école dehors, d'école dans la forêt. Donc, elle a fait des observations, des entretiens formels et informels avec les enfants, les enseignants et les ATSEM pour mettre en évidence des divergences de points de vue et mieux comprendre comment est-ce que ça fait bouger finalement les relations entre les différents acteurs à l'école. Et elle a
publié 2 articles par rapport à ça. Je pourrais vous les mettre dans la discussion, là, le lien. Et je lis juste un petit extrait d'un de ces articles parce que ça illustre bien. Donc, qui s'appelle « Comment la forêt fait vivre la culture infantile et ouvre un espace de liberté ». Donc ça, c'est le titre de l'article dans Géographie et Culture, où elle dit « Avant même d'envisager des activités scolaires en forêt, telles que la réalisation d'empreintes de l'écorce d'un tronc d'arbre sur une feuille de papier, par exemple, ou la mise en place d'un circuit entre les arbres à l'aide d'une corde tendue qui sert de guide aux enfants les yeux bandés, ces enseignants ont eu comme projet de prendre le temps d'observer et d'écouter les enfants lors de leur appropriation de l'espace de la forêt. Par conséquent, ils ont mis en place les conditions qui rendent possible leur prise en compte de l'altérité des enfants, désignée comme la condition nécessaire de la relation éducative. » Et donc, elle s'intéresse vraiment à cette transformation de la posture de l'enseignant qui va surtout beaucoup observer les enfants, comment ils apprennent naturellement à travers le jeu libre et comment ça transforme vraiment la relation éducative et qui passe de transmetteur de savoir à personne ressource. Voilà, donc c'est étudier aussi autour de cette situation de lâcher prise, notamment des enseignants par rapport à la forme scolaire et comment est-ce que ça fait évoluer la forme scolaire, le fait d'être dehors. Je vais vous mettre les liens des deux articles. Est-ce que tu veux dire quelques mots du projet RAM avant qu'on donne la parole à Pascal Lebrun-Cordier qui est là? Eh ben, ça tombait juste là, donc je veux bien, ou on peut lui donner la parole, c'est comme vous voulez. Non, mais tu peux donner quelques points. De toute façon, il y aura le temps d'en reparler pendant les rencontres et après on donne la parole à Pascal. Est-ce que tu peux partager le lien du blog pour illustrer? Je vais regarder. Je te le mets dans la discussion. Peut-être on le met dans la discussion et les gens peuvent aller regarder, ou tu veux que… Ouais, ça marche. Hop, du coup, je vous l'ai mis là. Bon, les deux premiers, c'est les liens des articles de Julie Delalande et après, c'est le lien du et donc, carnet hypothèse. Super. Voilà, où on présente donc le projet de recherche sur les aires marines éducatives qui aborde aussi un peu les aires terrestres. C'est parti au départ sur les aires marines, mais on aborde aussi les aires éducatives, aires terrestres, aires fluviales. Et donc, le projet de recherche, il se déroule sur 3 ans. Donc, c'est une recherche participative qui se déroule dans 4 territoires. Il y a la Bretagne, l'Occitanie, la Martinique et la Polynésie, parce qu'au départ, c'est financé par la Fondation de France sur les futurs de la mer et du littoral. Et donc, d'où la nécessité aussi d'associer les outre-mer où la mer est très présente. Et les aires éducatives, c'est un dispositif qui est né en Polynésie au départ et qui après a été importé en métropole. Donc, le projet de recherche, il s'interroge sur différents axes de questionnement. Le premier, c'est vraiment documenter la diffusion du dispositif depuis son origine en Polynésie et puis sa diffusion aujourd'hui en métropole. Aujourd'hui, on est aux 1000 ou 1200 aires éducatives qui se sont développées partout en métropole, en outre-mer. Et il y avait une volonté forte aussi de développer davantage ce dispositif. Donc, on essaye de documenter ça et la façon dont il s'est développé dans les différents territoires à analyser, notamment la Bretagne, l'Occitanie, la Martinique, la Polynésie, en fonction du contexte local, qu'il soit géographique, culturel, social. Et donc, un des ateliers, là c'est le 3e, qui vise à présenter les premiers résultats de cette recherche et mettre en évidence les freins et les leviers au développement de ce dispositif des aires éducatives. Je ne sais pas si je présente ce que c'est les aires éducatives ou si c'est quelque chose qui est clair pour tout le monde. On a eu le webinaire avant. Oui, en plus, ils ont présenté ça. Donc, c'est un projet de recherche où on travaille avec l'équipe de l'OFB et notamment François Morisseau qui sont partenaires du projet de recherche. Et comme l'équipe est basée à Brest et qu'on est basé en Bretagne, donc c'est un projet qui est porté par l'École normale supérieure de Rennes avec l'Université de Bretagne occidentale. Et une chercheuse aussi qui est associée, qui est à Montpellier, qui est Alix Kosker, qui est chercheuse au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Elle qui est plus sur l'aspect psychologie de l'environnement et qui va observer comment est-ce que ça transforme justement la relation à la nature des enfants et leur représentation de l'environnement. Et après, sur l'autre atelier qu'on présente, donc là, c'est le 3e axe du projet de recherche. Donc, on est plusieurs chercheurs qui sont issus aussi des stats ou de l'éducation physique. On s'intéresse vraiment à l'expérience corporelle vécue par les enfants dans les aires éducatives. Parce que souvent, les aires éducatives, c'est plus abordé par la connaissance de la biodiversité et plus les sciences et vie de la Terre.
Et on trouve intéressant de documenter finalement tous les apprentissages aussi qui passent par le corps et par les sens, par le sensoriel, le fait de vivre une expérience dans l'environnement, d'interagir avec cet environnement et de le connaître de façon aussi sensible par les sens et l'expérience. Donc un atelier qui présente à chaque fois, c'est des ateliers d'1 heure où on présente les premiers résultats de la recherche, mais c'est aussi un support après d'échange avec les participants. Et le troisième atelier qu'on a voulu présenter, donc là c'était vraiment autour de la mer, comme la thématique à Marseille, des rencontres à Marseille, c'est l'eau. On voulait présenter un atelier spécifiquement sur vivre, transmettre la mer à l'école dans les aires marines éducatives, autour aussi des premiers résultats de ce qu'on a pu observer de la transmission, comment est-ce qu'ils vivre la mer et transmettre la mer en Bretagne, en Polynésie. Il y a du coup des doctorants qui vont participer aussi, une doctorante qui travaille sur l'Occitanie et la Martinique, un doctorant qui travaille sur la Bretagne, et après il y aura, donc je serai là, il y aura un chercheur de l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale, et des stagiaires avec lesquels on travaille actuellement aussi. Donc on sera une équipe de recherche pour présenter ça et échanger. Voilà. Trop bien, trop bien. Je vais voir et donc on pourra rencontrer tout ce monde-là sur plusieurs jours. Pascal, si vous êtes encore en ligne, super. On passe à... Pardon. Parfait. C'était pour que vous nous parliez un petit peu de cette histoire de faire fac dehors. Comment on fait? Justement, merci pour à vos présentations à toutes les deux. C'est d'une richesse incroyable. Quelle joie de voir ce programme et toutes ces expériences à partager à venir. On s'est associé à 5 partenaires pour cette rencontre échange de pratiques. Notre master projet culturel dans l'espace public à Paris 1, qui est un master 2. Le master CAPS de Rennes 2, le UR CAPS, Hélène Bayeul sera là, donc c'est approche créative de l'espace public à Rennes. La FEAR, la formation supérieure d'art en espace public de Marseille, qui est une formation largement itinérante, et le DU Espace Commun, qui lui aussi est assez multisite, co-organisé par Yas Wittkamp, Anne Coates et Gustave Eiffel. Et enfin, un 5e partenaire qui est Plateau Urbain, qui gère actuellement Césure, lieu des savoirs inattendus sur l'ancien site de Sancier à Paris, où nous sommes installés en partie. Et donc, deux responsables de Césure, Agathe Hamzaoui et Adrien Monange, vont faire un bilan à mi-parcours, puisqu'il reste encore une année du projet Césure, et poser la question de faire campus autrement. Voilà, donc on s'est associés tous les 5 pour faire essentiellement du partage d'expériences. Que fait-on les uns les autres? Comment cherche-t-on à faire fac dehors dans nos différentes formations? Et puis, on a aussi des questions transversales qui sont indiquées dans le texte du programme que vous pouvez retrouver aussi dans le chat à 12h14 quand je l'ai mis en ligne tout à l'heure. Super. Ouais, merci d'avoir aussi fait cette interface avec les différentes propositions dans le chat. Concernant cet atelier, ça me paraît être un lien immédiat. Il y a toute une partie des ateliers de recherche proposés qui vont concerner la place du dehors en ville, en fait, avec ce cliché qu'on a un peu sur la classe dehors qui est toujours à la campagne, dans un jardin, et qui, là, faire une proposition urbaine dans un parc à Marseille, qui est une ville très dense, et à la fois qui à côté des collines. Est-ce que ça, c'est un aspect que vous allez aussi discuter, cette urbanité un peu de la classe dehors Oui, ça va être effectivement sans doute un fil conducteur avec l'équipe de Plateau Urbain Césure sur la question de la porosité. Qu'est-ce qu'un campus en ville et avec la ville? Pour nous, dans notre master, avec la question de la ville relationnelle, qui est un sujet central pour notre formation. Et puis, oui, c'est aussi la question de la nature en ville d'ailleurs, mais de l'urbanité de manière plus générale, qui sera abordée avec à chaque fois des présentations de situations pédagogiques que l'on a pu mettre en place les uns les autres. Et pour nous, par exemple, dans une situation hyper urbaine à Nanterre, c'est le projet que je présenterai pendant 3 ans. Nous étions dans un quartier de logement social, dans un ancien local commun résidentiel, une ancienne épicerie, quotidiennement présent voilà, dans ce quartier hyper urbain entre la 86, le RERB, en bordure du campus de Nanterre. Génial. C'est aussi ça la pédagogie en extérieur et le lien avec l'espace public et les acteurs non universitaires de l'espace public. Voilà. Puisqu'on parle d'urbanisme et que on aime bien les gens de Topophysique qui vont organiser une rencontre sur Françoise Choé,
grande chercheuse et historienne de l'urbanisme qui est décédée cette année, je crois. Voilà, donc un hommage qui vont enregistrer et qui vont organiser. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pascal. On peut peut-être passer directement à la troisième partie à ce moment-là. Ouais, à la suite de ça, il y a le hors les murs dans l'enseignement supérieur à l'université. Ça donne vraiment envie de participer au grand atelier, d'aller voir toutes les expérimentations qui sont menées, parce que c'est vrai que en tant qu'enseignant, on se pose la question aussi de comment emmener les étudiants dehors, ce qui n'est pas toujours évident avec les grands groupes. Je crois qu'on a un atelier qu'on présente dans l'après-midi, donc ça va être frustrant, on ne va pas pouvoir tout voir, mais voilà, ça donne bien envie. Carrément. Tu peux passer à la suivante, à la slide suivante. Donc là, c'est les différentes expérimentations qui sont menées dans l'enseignement supérieur, dans les INSPE. Donc là, c'est l'INSPE Centre Val-de-Loire par Véronique Francis. Et le temps avance. Il y en avait une là, autre. c'est juste, il s'interroge dans un contexte où les usages du numérique sont de plus en plus intensifs, de comment faire le lien, faire de la formation hors les murs. Et là, c'est autour de cours de sociologie de l'éducation, dehors, de philosophie de l'éducation et classe promenade. Après, il y a celle d'avant, là, t'es passé très très vite. Ouais. Ah oui, il est moins 5. Il reste vraiment très peu de temps. Alors, effectivement. Donc là, c'est à l'INSPE de Nice, formation des enseignants du premier et du second degré, juste avant, je dis, sur le rapport à la nature et comment intégrer ça. C'est un peu avant, hein, mais dans la formation des futurs enseignants. Par une table ronde sur l'herbe. Après, il y a la haute école, juste avant, pédagogique, haute école de Namur-Liège, où là, c'est des collègues belges qui viennent aussi partager des expériences dans la formation initiale des enseignants en Belgique. Comment sécuriser les enseignants pour qu'ils se sentent prêts et à l'aise pour faire classe dehors. Donc, ils parlent du contexte légal, puis des dispositifs mis en place dans la formation initiale. Et là, c'est la haute. Un webinaire cette fois-ci. Le webinaire, c'est les collègues québécois qui présentent ce qui est fait là-bas dans le cadre d'un webinaire. C'est ça. Ce ne sera pas au bar, mais c'est bien pour leur bilan carbone. Donc, on est pour. Et après, une proposition de fac dehors. Ah oui, ça c'était nos histoires pour ceux qui s'intéressent à la robustesse, à Olivier Hamon, qui ont envie de voir le lien qu'il y a tout ça avec la fac dehors. L'idée, ce sera de discuter de ce à quoi on renonce quand on fait classe dehors dans le supérieur et bien sûr, en contrepartie, tout ce que ça nous apporte. Voilà, et donc pour terminer, Pascal Lebrun-Cordier en a bien mieux parlé que nous, puisque c'est son sujet, le fait urbain, le parcourir avec les étudiants, faire de ça à la fois un objet d'étude et un cadre d'étude, et c'est vraiment ça qui sera également amené par les dernières interventions. Donc cette idée de ville à hauteur d'enfant, là aussi vous la retrouverez dans l'événement Les enfants chantent Marseille, un petit peu à la librairie et dans plein d'interventions, ce sera questionné. Les questions de santé, toutes les questions autour, cette fois-ci, non plus de l'urbanisme en général, mais bien de l'architecture de la cour d'école, et puis donc notre fait urbain. Donc il y aura une intervention de l'ENSA, donc l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille, autour de Benjamin. De Walter Benjamin, donc qui a beaucoup parlé de ce qu'on appelle le Spielraum, toutes ces questions d'espace, de marge, de place pour le différent un peu dans la ville, et donc pour les enfants. Donc il va y avoir toute une journée en fait, toute une journée d'études qui est inscrite dans la programmation de l'événement. Attention, ça n'aura pas lieu au parc du 26e centenaire, ça aura lieu à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Il y a 30 places qui sont ouvertes aux participants aux rencontres, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc ce sera le jeudi. Donc, gros événement du côté de l'école d'architecture, et puis du point de vue des aménagements de cours d'école. Donc, Anne en a parlé un petit peu des propositions autour du vivant dans la cour, et puis là, des propositions autour du jeu. Comment est-ce qu'on aménage sa cour, quel matériel pédagogique, comment on joue, quels enjeux, mais là, pas d'un point de vue vraiment, on va dire, expérimentation, du point de vue des résultats
de ce qu'a observé la chercheuse. Donc là aussi, c'est un temps de bilan, comme disait Benjamin, c'est hyper important. Ouais, là, c'est un dispositif, ils proposent un dispositif, là, la boîte à jouer, ils analysent les bénéfices pour les enfants, les frais institutionnels, ils interrogent la posture de l'adulte. C'est ça. Et puis, une autre proposition d'Ismaël, notre collègue suisse, là aussi autour du fait urbain. Et je vois que le temps presse. Donc là, c'est total suspense, no spoil at all. On ne divulgage rien et vous verrez ce que proposera Ismaël pendant les rencontres. Et je crois qu'on a terminé. Ah non, il y avait une petite proposition sur les classes Oasis. Donc là aussi, pardon, les cours Oasis. Donc là aussi, c'est toujours cette idée de faire un bilan, avec des chercheurs ici en INSPE, à Toulouse. Il y aura plein de collectivités qui seront aussi représentées, qui ont des cours Oasis ou des cours végétalisés, avec qui, en tant que chercheur ou qu'éducateur, vous pouvez être amené à discuter pendant les rencontres. Et je crois qu'on a terminé, Anne, vu qu'il est 12h59 et que nous devons finir à l'heure. Ouais. S'il y en a qui veulent intervenir peut-être pour présenter des ateliers qu'on n'aurait pas présentés ou auxquels ils participent ou qu'ils animent. Et à compléter ou à poser des questions. Parfait. S'il y a des questions... Donc on espère qu'on a pu défricher un peu ce programme avec vous. Voilà, que ça vous a donné envie. Alors, attends, il y avait une petite question. C'était merci Pascal d'être venu. C'était top d'avoir une troisième voix, allez, une quatrième avec Benjamin ce matin. Vous l'aurez compris, c'est un gros programme très riche. Il y a des interventions de qualité sur des thèmes différents avec des fils rouges hyper importants, soit pour monter en compétences, soit pour défendre la pratique, soit tout simplement pour rencontrer des collègues, d'autres acteurs, de futurs partenaires, et c'est à ça que servent les rencontres. C'est pas sur 4 jours que tout arrive, mais c'est bien se rencontrer, faire du lien, et puis pour que tout ça amène à une recherche de plus en plus qualitative et avec un maximum d'acteurs de la société civile impliqués, puisque si on fait tout ça, c'est pour que ça bouge sur le terrain et que les enfants soient davantage à l'extérieur. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Anne, d'avoir préparé le support, défriché le gros programme où tout le monde avait proposé de façon un peu artisanale ces trucs. C'était super, c'était beaucoup de boulot en amont. Et puis, merci à tous d'être venus. On sait que c'est pas un horaire facile. Il est 13h01. C'est officiellement l'heure de déjeuner, surtout si vous avez cours après. Nous, on reprend dans l'Académie de Nantes. Et pour ceux qui sont encore en pause pédagogique, bonne suite de pause pédagogique. Et puis, Anne, à bientôt à Marseille. Et oui, à bientôt à Marseille. Au plaisir de vous croiser et d'échanger avec vous. Et puis, bon appétit. Ouais. Bon appétit. Bon appétit. Bonne journée à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.